J'ai fini l'écriture de la saison 2 d'Ahoué. Tu l'as en exclusivité, là. Waouh. Non. Si. Donc, décidément, il y aura une saison 2. Bah oui, parce que tout le monde voulait une saison 2. Tu crées les personnages, n'est-ce pas? Et puis après, les personnages prennent vie. Il y a des personnages que j'ai créés et qui prennent un autre chemin, en fait. Le personnage décide, voilà la direction dans laquelle je veux aller. Je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée aux États-Unis. Et puis, je suis revenue au Togo pour poursuivre ma passion, qui est l'écriture des films et des séries. Hello, c'est Madi Foltec, scénariste togolaise. Je suis dans l'entrevue efficace. Waouh. Salut Madi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Ça fait plaisir de te recevoir. Ben, merci de me recevoir. Merci. Alors, comment tu vas? Écoute, je veux dire togolaisement, mais on va dire que je vais bien. Ah ouais, ça fait un moment que je voulais te recevoir ici quand même dans l'entrevue oui? efficace parce que je te vois, je vais pas dire les débuts, mais quand même depuis un bon moment, tu vois, et j'ai toujours cette curiosité, en réalité, qui est Madi, tu vois, who is Madi, tu vois, qui est la derrière Madi, tu vois. Si je devais te donner un nom sur les réseaux sociaux, c'est derrière Madi. Ok. Alors, qui est Madi? Qui est Madi? Ça, c'est une question très, très intéressante. Je n'ai jamais aimé parler de moi. Ok, donc Madi, c'est la 4e d'une fratrie de 5. J'ai grandi, je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo. Et on va dire à l'âge de 18 ans, je suis allée aux États-Unis continuer mes études. J'ai fait, on va dire, 11 ans aux États-Unis. Et puis, je suis rentrée il y a presque 11 ans. Carrément. Ouais. Je suis revenue au Togo pour poursuivre ma passion, qui est l'écriture des films et des séries. Oh. Voilà, on va dire ça comme ça. Pose-moi des questions, puis je te répondrai. Non, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente d'être rentrée? Ah oui, ouais. Carrément. Ouais. Je regrette pas. C'est vrai que le pays n'est pas facile, hein, mais je ne regrette pas du tout. Et tu es contente de la voie que tu as suivie? Ah oui. Ah ouais, ça, il n'y a même pas, il n'y a pas match. Il n'y a pas match? Il n'y a pas match. Parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre sa passion, d'en faire un métier. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je suis vraiment bénie de pouvoir le faire. C'est ça. C'est ce qui me permet tous les jours de me réveiller sans me dire « Ah, je vais encore aller travailler, en fait. » Je ne travaille pas, je m'éclate quand j'écris. Ouais. Et si tu n'avais pas été dans le cinéma, tu serais dans quoi, en fait? Écoute, à la base, je voulais faire de l'interprétariat, devenir interprète anglais, français, espagnol. Et puis, on va dire la dernière année, avant que je ne parte, j'ai commencé à... Tu sais, je ne supporte pas les pubs. Enfin, je ne supportais pas les pubs qu'on faisait au Togo. Je ne supportais pas. Je crois qu'on est deux, là. Ça m'horripilait. Et donc, j'ai décidé la dernière année, avant de partir, que j'allais finalement étudier la publicité. C'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai étudié la publicité, mais c'est juste que quand j'ai fini, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était l'écriture des films. Mais donc, si j'avais pas... Non, j'aurais trouvé un moyen d'écrire. Ah oui? Ouais. Ah Ouais, oui. ça m'aurait rattrapé. Peu importe. J'aurais peut-être continué avec, tu sais, la publicité parce que j'ai eu mon diplôme en publicité. Mais à un moment donné, c'est sûr que j'aurais dévié. C'est impressionnant parce que moi, j'ai déjà eu mon diplôme en publicité. Ah bon? Et en graphique, oui. Ah. À Isika, sur le campus. Ok. En 2010. 2010, ok. Moi, c'était en... Mais après, moi, j'ai soutenu moi, en je sais même plus. 2015. 2015, Ouais. ok. Moi, c'était en... Waouh, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Ah, c'était en 2008. Ah oui! Ah oui! C'était en 2008. Ah ouais. Tu me vois, je suis pas toute jeune. dis que t'es ma vieille mère sans dire que t'es ma vieille mère. Faut accepter. Ah, mais non, mais c'est ça, magnifique, c'était en 2008, ouais. Mm. Donc, j'ai étudié la publicité pendant 4 ans. Et puis, quand j'ai fini, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose.
je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai commencé à parler à mes professeurs parce que je voulais faire mon master de toutes les façons. Et donc, j'ai commencé à parler à mes professeurs pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient me guider. Et il y a un professeur, mon professeur d'anglais, il a toujours voulu que je devienne écrivain. Donc, tu faisais très bien l'anglais, en fait. Oui, de façon générale, c'est l'écriture. Déjà à partir de quelle classe? Ah, depuis le primaire. Ah oui. Dictée, question, Ah oui. rédaction, ça c'était... Ouais, mais on faisait ça. l'anglais déjà au primaire en ce temps? Non, l'anglais c'était à partir de la 6e. Non, l'anglais pour moi à l'époque c'était plus le français. Ah ouais, le français quand je devais écrire, tu sais, au primaire quand on devait faire, tu sais, durant les compositions, là, on devait choisir soit la lecture, soit la récitation. Je choisissais toujours la lecture parce que j'adorais lire. Mais c'est fou à quel point on a des atomes crochus quand même. Ah ouais? Ouais, parce que moi, j'ai participé à un concours de lecture quand j'étais abonné au CCF. Ouais. Aujourd'hui, l'Institut français. J'étais abonné au CCF. Et il y avait un super concours de lecture sur tout le territoire de Lomé-Akara. Je devais avoir quel âge? Je devais avoir 7-8 ans. Ah ouais. Et bizarrement, j'étais 7e. Ah. Oui, j'étais 7e. J'étais encore au primaire. Ce qui est sûr, c'est que je crois que j'étais entre le CE2 et CM1. Je me rappelle plus, le CE2 CM1. Ah ouais. Et Je ne savais pas qu'il y avait un concours de lecture. Il y avait Moi, un à concours de l'époque, lecture, ouais. enfin, je crois que j'étais en 4e. J'ai fait 4e, j'ai fait un concours de dictée. C'était sur tout le territoire Oui. national. Le problème, c'est que quand les résultats sont sortis, apparemment, c'est sorti à la radio. Bon, à l'époque... Donc, tu sais pas vraiment... Donc, c'est après, quand on a repris, que mon professeur me dit, parce qu'à l'époque, c'était pas comme si on avait les numéros de téléphone et tout ça. Donc, mon prof ne pouvait pas me contacter pour me dire que j'étais parmi les sélectionnés et qu'on devait faire la finale, en fait. Donc, j'ai pas pu y aller, mais ça m'a fait mal. Oh là mais là. bon. Donc, tu connais même pas ton rang, et etc. Non, tout ce que je sais, c'est que j'étais sélectionnée et que je devais maintenant faire la finale. Je crois qu'on était 10 ou un truc comme ça. Et donc, on devait faire la finale. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ben écoute, c'est super parce qu'en fait, la lecture pour moi a été un game changing dans le sens où ça m'a permis, dès le bas âge, de me plonger dans des univers, de créer mon propre univers, tu vois. C'est exactement ça pour moi. C'est fou, hein? C'est ça, en fait. Et je remercie, en fait, les parents pour ça parce qu'au début, j'en souffrais. Pourquoi vous me faites lire? Pourquoi? Mais en fait, après, c'est venu tout seul, en fait. C'est-à-dire que c'est venu tout seul de vouloir comprendre les livres, d'aller dans d'autres livres. Et après, c'est vrai que maintenant, ma lecture est un peu plus professionnelle qu'avant. Mais j'aimais quand même ces livres, tu vois, de fiction, des extraterrestres. C'est les trucs de la Compagnie Rose. C'était quoi le... Compagnie Verte? Non, pas Compagnie. Oui. Le club vert, je sais pas, je me rappelle, c'était un petit livre de poche là. Oui, rose. Et donc il y avait les 7 compagnons, des trucs comme ça. J'adorais ces livres-là. Je sais pas comment je suis. Et moi j'ai fréquenté le collège Saint-Joseph et tout le temps j'étais à la bibliothèque du collège Saint-Joseph. Mais j'ai fait ça un jour. Tu vois, dans leur bibliothèque là, il y a un rayon, il y avait ces genres de livres justement en fait. J'ai fait ça. Tu as fait ça un jour aussi? Oui. Mais c'est fou. J'ai fait ça un jour aussi. C'est fou. Bon, c'était il y a longtemps. Ouais, mais écoute. En fait, c'est vraiment magnifique de voir que c'est un parcours, tu n'es pas trompé de combat, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non. Côté lecture, tu sais, franchement, je t'avoue que je ne sais pas où j'ai pris la lecture, parce que ce n'était pas comme si nos parents nous forçaient à lire, mais j'ai toujours aimé lire. Le truc, c'est que parce que j'avais des grands frères, des grandes sœurs, enfin une grande sœur, elle lisait à l'époque, tu sais, les Harlequins. Oui. Et donc, parce que c'était pas de mon âge, justement, les sas, c'était mes grands frères. Je ne devais pas y toucher. Même si à partir d'un âge, bref. Et donc, les Harlequins, parce que c'était pas de mon âge, j'avais 7-8 ans. J'attendais, quand ma sœur commençait à lire, dès qu'elle n'était pas là, je lisais, je finissais avant elle. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire ces petits trucs-là. Et puis, il y avait des... mon père, il voulait pas que je lise ces genres de romans. Il connaissait, il savait. Mais... il nous faisait des dictées. Tu sais, pendant les vacances, il nous faisait des dictées les matins. Et les dictées, c'était du niveau de mes frères et sœurs. De haut niveau, quoi. Voilà. Mais par rapport aux mots que je trouvais, il m'a demandé, mais comment tu connais ce mot? Comment tu dis? J'ai dit Harlequin. Depuis, il n'a plus rien dit. Okay. Et donc, je pouvais lire autant que je voulais. Donc, dès que j'ai pu, on m'a inscrite au CCF. Donc, je lisais tout le temps. À cause de moi, ma mère a même ouvert une bibliothèque
à louer, les trucs comme Carrément. ça. Ouais. Et donc, j'acceptais volontiers d'être dans la bibliothèque, mais je lisais tout le temps. J'ai eu la même histoire, mais avec les journaux de Mickey. Ah. Parce que ça sortait tous les mercredis. Ouais. Et tu vois, en famille, on m'appelait Mickey. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi. Et Jusqu'à après, maintenant. Non, bon, maintenant, je me demande si on va couper ça ou pas, du coup. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que tout le quartier venait prêter les journaux de Mickey chez moi. Parce qu'on savait que ça sortait mercredi Ouais. en France. Ouais. Et moi, je l'avais déjà le mercredi, là. Ouais. Parce que j'allais à Malédis. Ah ouais. Tu vois? Oh, Malédis. Et j'étais abonné à Malédis parce que quand un livre sort là-bas, en fait, Ouais. moi, mon père, il voulait que je l'aie en même temps pour Ouais. pouvoir lui faire le résumé du livre. Ouais, Tu vois? ça. Et quand il nous faisait la dictée, particulièrement moi, il avait deux choses quand il me demandait de venir qu'on fasse la dictée. Déjà, je détestais à l'époque, La dictée. mais je détestais à un point. Oh, j'adore À l'époque. la dictée. Non, mais parce qu'en fait, mon père, quand il me dit on fait la dictée, Ouais. il dit toujours à ma sœur de venir avec un bâton et un panier. Et le bâton et le panier étaient là, juste à côté, Ouais. tout le temps, à chaque fois. Donc, j'ai cette image-là. Pourquoi le panier? C'est pour ramasser les fautes, il disait. J'adore. Moi, mon père, il adorait les punchlines. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est de lui dont je tiens ça. J'adore. Si tu retrouves ça dans une de mes trucs, il faut savoir que c'est... Dans une de mes Elle séries, il n'est faut pas mal, savoir que celle-là. c'est... Ça va me faire C'est tellement de pour souvenirs, ramasser ça me les fera fautes. plaisir. Oh, Et j'adore. tout le temps, il y avait le panier à côté, il y avait le bâton. Il dit, mais le gars, là, est-ce qu'il me laisse sérieux avec moi quand même, là? Parce que, moi, j'ai l'impression qu'il se foutait de ma gueule, en fait, tu vois. Donc, soit on ramasse les fautes, Ouais. soit on te donne des RFC. Mais en tout cas, même s'il y avait qu'une seule faute, Ouais. tu allais prendre son petit coup quand même. Ouais. Et ce qui fait que après, quand j'étais au CPD, quand je suis parti au CPD, je crois en français, j'ai quand même fini 7e. Tu vois? Ouais. Et de mon, comment on dit, de mon centre. Ouais. Et c'est à partir de la 6e que j'ai commencé à être un monstre en français. Et là, j'ai réalisé le travail qu'il avait Qui a fait. été Parce qu'après, fait. quand on vous met dans le bain, Ouais. dans le bac à sable avec toutes les autres écoles, Ouais. on part du collège, Ouais. tu rentres en 6e. Ouais. Là, tu vois le C'est un level, nouveau monde, mais, hein. mais le level de fou que tu as acquis, en fait, Ouais. par rapport aux autres. Donc, du coup, français, je pouvais facilement être dans les 3 premiers. Ouais. Après, les maths et tout ça, c'était pas moi. Quoi. Ah ouais. Tu vois le truc? Ah ouais. Ah ouais, on a quand même beaucoup de choses en commun. Oui, mais c'est fou quand même, hein. Ouais. C'est fou. et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'éducation de beaucoup de nos petits frères aujourd'hui, c'est des trucs qui manquent. Moi, j'ai l'impression parce que il y a beaucoup d'autres problèmes autour de l'éducation des enfants, surtout Ouais. aujourd'hui. Tu vois un peu ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Qui font que il n'y a pas ce même, excuse-moi, mais ce même sérieux par rapport eux-mêmes à leur propre niveau, tu vois. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui n'arrange pas du tout les choses, Ouais. il y a beaucoup de trucs en fait qui deviennent de plus en plus compliqués, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est sûr, parce que je déplore ce qui se passe maintenant, parce que quand je corrige, parce que j'enseigne une fois par an dans un institut, enfin une institution, et quand je corrige les devoirs, c'est... C'est fou. Tu as mal à la tête, toujours avec une boîte Doliprane. Hein? J'ai mal à la tête, parce que c'est le niveau, c'est plus comme avant. Et je crois... À l'époque, je me disais qu'on avait quand même les meilleurs professeurs, quoi. À l'époque, Je te promets. mon professeur de français en 4e, 3e, c'était au Collège Strebler. Ah, j'ai fait Strebler aussi. Ok, franchement. Tu es sérieux? Ben oui. Oh, wow. C'était au Collège Strebler et on nous a mis dans une classe, on appelait ça la classe pilote. Ok. Et donc, dans cette classe-là, 4e et 3e, on nous faisait travailler comme des dingues. Genre, je crois en 3e, on était peut-être 58 et il n'y avait que 2 qui avaient échoué au BEPC. Ah oui. Parce que on C'était nous un a, sujet d'expérience pour les profs on ou quoi? nous a fait... Tu sais, la carte de la CEDEAO, Oui. on faisait ça en interro, quoi. C'est à ce point. Au Non. point, quand on est allé au BEPC, on a fini tellement vite, mais on se disait, c'est trop rapide, en fait. Et quand on est sorti, on s'est vu, on s'est dit, ah, donc c'est pas juste moi. Parce qu'on nous a fait bosser comme des dingues. En 4e, le professeur de français, à la rentrée, il dit, cahier de 300 pages, vous coupez les feuilles en quart de feuille. On a tout utilisé. On faisait des dictées, interro-dictées, Non. tous les jours. Genre, quand on me réveille aujourd'hui et qu'on me dit les fleurs que j'ai posées sur cette table, sans même réfléchir, je sais que poser, c'est E-S, quoi. C'était à ce Automatique, point. oui. Et donc, je crois que ça m'a aidé parce que c'est vrai, j'ai quand même fait 11 ans aux États-Unis. Même si j'avais pas le niveau que j'avais quand je suis rentrée,
j'aurais encore plus de mal. Parce que parler anglais pendant 11 ans et puis revenir au pays et écrire en français, c'était un challenge. Heureusement que Angela et Jean-Luc étaient là. Donc, il y avait des choses. Parce que tu as ce réflexe-là de traduire certaines choses de façon littérale. C'est ça. Donc, si j'avais pas ce niveau-là, ça aurait été plus compliqué. Hein. ça aurait été très compliqué. Parce que quand je vois ce que j'avais écrit avant d'aller aux États-Unis, le français, j'ai dit, ah non, j'étais forte. Et j'aime bien toujours cette phrase qui dit, nous sommes la somme de nos expériences passées, tu vois. Un peu de ton expérience que tu as vécue quand tu étais ici, et un peu de l'expérience que tu as vécue aux États-Unis. On fait aujourd'hui la Madi, tu vois. C'est vrai. Cette fusion et cette effusion aussi vrai. de talents et de compétences, C'est vrai. de skills en toi, font de toi la personnalité que tu es aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Ouais. Mais c'est magnifique parce qu'en fait, je me rends compte que tu as un parcours exceptionnel et je pense que tout ce que tu as fait tout ton passé concourt aujourd'hui en fait à ta personnalité aujourd'hui, à qui tu es aujourd'hui et même en fait ta personnalité sur les réseaux sociaux en fait, tu vois, et même ta personnalité de façon professionnelle. Parce que faut le dire, Madi, bizarrement c'est quelqu'un du média, du 7e art, c'est ça? C'est ça. Mais c'est quelqu'un, en fait, dont personne n'a vraiment jamais entendu parler, en fait, sur les médias. Pas de bad buzz, pas de bon buzz aussi. En fait, Madi, on en parle juste à la fin pour dire, c'est elle qui a écrit ce texte, tu vois, c'est elle qui a écrit ce film, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Comment ça se fait? Bah, écoute, de façon générale, les scénaristes, nous aimons les coulisses. Ok. Je crois que c'est la plupart des scénaristes que je connais. Nous aimons rester dans les coulisses. On n'aime pas forcément être en avant comme ça. De façon générale. Et puis moi-même, je suis pas quelqu'un qui... T'expose. Ouais, c'est comme ça que je suis avec mes amis et tout ça, oui. Quand je dois tester un nouveau restaurant, tu peux me voir là, matin, midi, soir. Quand il s'agit de la bouffe... Team bouffe. Quand je dois manger, ça là, il n'y a même pas... Mais de façon générale, sur les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Je vais maintenant t'inscrire dans la liste, là. que je fais plus d'efforts pour... Mais sinon, je t'avoue que c'est pas mon truc. Ouais. Mais parle-nous un peu de ta rencontre avec Angela. Alors, Angela, je l'ai rencontrée Je suis rentrée au Togo en avril 2014. Oui. Et donc, il y a un ami à l'époque, shout out to Hervé, qui je crois, il avait travaillé avec Angela et Jean-Luc sur un projet. Jean-Luc a déjà Angela Kereboro, elle est productrice, réalisatrice, animatrice et maintenant elle est la DG de la chaîne nationale au Bénin. Je suis trop fière. Oh. Et donc, on s'est rencontrés. En parenthèse, félicitations Angela, Charlotte. N'est-ce pas? On pense à toi et merci pour tout ce que tu fais pour le pays, pour l'univers togolais. Et donc, je crois qu'ils avaient collaboré avec Hervé sur un projet. Oui. Et donc, ils ont dit à Hervé qu'ils cherchaient un scénariste. Et donc, Hervé, qui savait que j'étais rentrée, leur a dit, il y a quelqu'un qui est rentré des États-Unis. Mais Angela n'y croyait pas. Genre, OK, il y a des gens qui viennent comme ça, qui disent qu'ils ont étudié, mais... Et donc, on s'est rencontrés. Je lui ai parlé de mon parcours. C'est comme ça que c'est parti. Ils m'ont demandé si j'avais un projet que j'étais en train d'écrire ou que j'avais dans un tiroir. J'ai parlé d'Oasis. À l'époque, Oasis était censé être une web-série. J'étais en pleine création. Et donc, ils ont dit, on va commencer avec la série Hospitalité. Entre parenthèses, il y a bien un genre que je voulais jamais écrire, c'était une série médicale. Ah bon? Je m'étais toujours dit que c'était quelque chose que je ferais jamais parce que je trouvais ça tellement compliqué, les termes et tout ça. Mais finalement, ça va, c'est pas des Good Doctor, c'est bon. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que tout soit crédible. Oui, donc, j'ai dû justement, j'ai une consulter plein de docteurs. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. Est-ce que généralement, on consulte des spécialistes dans le domaine? Sinon... Parce que, imagine si je devrais écrire un truc sur un pilote. D'accord. Je suis obligée. Ça fait partie le truc qu'un scénariste doit faire. Tu dois faire des recherches. Toujours. Parce que c'est vrai que tu es en train de créer de la fiction, mais la fiction part de la réalité. Okay. Les docteurs, par exemple, c'est justement en consultant les docteurs que j'ai su que les docteurs femmes ne doivent pas mettre du vernis, les bijoux et tout ça, c'est vraiment au minimum, quoi. D'accord. Les terminologies, la façon dont les docteurs se comportent et tout ça. J'ai dû passer beaucoup de temps assise dans les salles d'attente. Pour observer. Avant d'écrire Hospitality.
Ok. Parce que en fait, c'est une fiction, mais il faut que les gens se retrouvent. Tu veux pas qu'un docteur regarde la série et te dise, ah non, là, ils ont menti, c'est qu'il n'est pas dans l'histoire. Tu vois? J'imaginais. Et donc, je devais consulter des docteurs, genre, si quelqu'un vient avec ces symptômes-là, si c'est le palu, c'est quoi les premières questions que vous posez? Il faut faire des recherches, quoi. Il faut vraiment faire des recherches. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir écrire. En fait, Angèle et Jean-Luc avaient déjà, disons, la base. Ils avaient l'histoire d'une certaine façon, ils avaient les personnages. Mais c'est justement en passant du temps dans la salle d'attente que j'ai créé le personnage de David, qui est un délégué médical. Il ne faisait pas partie de la liste que j'avais reçue. Mais justement, en étant dans la salle, j'ai vu un délégué médical passer avec un gros sac. J'ai dit, lui, là, il doit être dans ma série. Tu vois, donc il y a une infirmière, Anna Maria, dans l'hospitalité, qui regardait tout le temps les télénovelas. C'est parce que j'en ai vu. Des infirmières, et effectivement, des infirmières qui regardent beaucoup plus. Un patient qui vient, te dit, ne me dérange pas, je suis en train de regarder ma télénovela. Oui. Ça, c'est des réalités que moi-même j'ai vécues, donc. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est ça, un peu ça. Donc, il faut faire des recherches. Donc, cette série-là, donc, quand ils m'ont demandé de travailler sur ce projet, genre, c'était un test pour nous tous, puisque eux, jusque-là, ils avaient fait des formats courts. C'était la première fois qu'ils faisaient du 26 minutes. Et donc, on était des cobayes, quoi. Mais c'était super intéressant. C'était dur, mais c'était super intéressant. Et c'est comme ça, on s'est bien entendu. Et c'est comme ça qu'on a évolué comme ça. De bout en train. Ouais. Mais c'est magnifique. Et après ça a été vraiment l'élément qui les a convaincus, c'est ça? Oui, par rapport à l'écriture, parce que j'ai écrit la moitié des épisodes de Hospitalité. Et puis, j'ai fait la direction d'écriture pour le reste, avec les autres scénaristes. Et j'ai écrit Oasis, la série Oasis. Quoi d'autre? Série Oasis, saison 1, 2, 3. OK. Ahoué, l'interrogatoire avec le policier Machachi. Oui. Mikoko, le film qui est sorti récemment. Je crois au total... Zem, j'ai écrit quelques épisodes, 2 ou 3 épisodes de Zem. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne savent exactement pas où est-ce qu'ils peuvent trouver ces genres de contenu. C'est ça le truc. Ça se trouve où exactement? Zem, il y a quelques épisodes sur la page YouTube de Yobo Studio. Zem, je sais qu'il y a des épisodes. Hospitalité, c'était sur TV5 Monde. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est toujours sur TV5 Monde. TV5 Monde Afrique. Oasis, c'est Canal+. Ahoué, c'est sur YouTube. Justement, c'est pour ça qu'on a décidé de faire Ahoué, parce que ça fait des années qu'on travaille, qu'on fait ce métier, mais les gens n'ont pas accès à ce qu'on fait. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de vouloir créer un truc par les Togolais, pour les Togolais, de le mettre sur YouTube gratuitement. Comme ça, tout le monde y aurait accès. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a marché. Je crois qu'à ce jour, c'est quand même le best-seller, si on peut l'appeler ainsi, quand même, dans tout ce que vous avez. Oui. C'est celui qui a eu le plus de vues, je veux dire. Oui, parce que généralement, tu sais, quand c'est gratuit déjà, le Togolais adore le gratuit. Quand c'est gratuit déjà et que c'est accessible à tout le monde, déjà, il y a plus de personnes qui y ont accès. Mais je t'avoue qu'on a été pris de court par l'engouement qu'il y a eu autour de la série. Ce que nous, on voulait, c'était faire un retour aux sources. Raconter. Donc, vous ne réalisiez pas, en fait, qu'il y aurait autant d'engouement? Non. Tout ce qu'on savait, c'est que l'histoire plairait sûrement parce que les gens se reconnaîtraient, mais on savait pas. Pas à ce niveau-là. Non. On est allé, tu sais, comment ça s'appelle l'école? La Cour Lumière. Ils nous ont invités, les élèves. Pas les élèves, ils nous ont invités. Et c'était la première fois qu'on faisait un bain de foule, comme ça. Et ces élèves-là, parce qu'en fait, c'est là où on a réalisé qu'on avait touché toutes les générations. Avant ça, on ne s'en rendait pas compte. Donc, les élèves de 6e jusqu'en terminale, qui, tu sais, c'est, entre guillemets, ces petits blancs, qui nous sortaient des répliques. Les chocos. Je te jure, qui nous sortaient des répliques d'Ahoué, genre, et posaient des questions pertinentes. Tu comprends qu'ils ont vraiment regardé la série, quoi. Ouais. Et les gens qui nous disaient, c'est la première fois que j'ai regardé une série avec mon père, avec ma mère, tout le monde a regardé, c'était...
On était dépassés nous-mêmes. Wow. On était dépassés. Ouais. Tes succès, je pense que c'est la somme aussi des efforts que vous avez eus. Ah oui. Je pense que les gens ne réalisent pas souvent à quel moment vient le succès. À force de travailler dur, on ne se rend pas compte que c'est à la prochaine marche que le succès viendra parce qu'on croyait qu'il faudrait encore faire peut-être 5, 6 marches, tu vois ce que je veux dire. Et ça vient cependant. Mais... Ouais, parce que tu te dis, genre Oasis par exemple, le budget, tu sais, c'est un budget quand même. Et tu te dis, ah ouais, on n'avait pas de budget. Tout le monde a travaillé bénévolement et c'est ça qui a été... ouais. Et les gens ont découvert des acteurs qui sont dans le milieu depuis des années, mais c'est grâce à Ahoué qu'ils ont été découverts. Mon Dieu. Celui qui a joué Cypri, à Tavigé, ça fait plus d'une 30aine d'années. Carrément. Qui fait du théâtre et tout ça. Il a été dans toutes nos séries. Et voilà, il a mais été c'est révélé là, maintenant. voilà. Tu vois, donc... Et je crois que c'était la star même du... Ouais. N'est-ce pas? Ouais, alors que c'était pas forcément... Oui, mais c'était pas prévu comme cela, en fait. C'était pas prévu comme ça, mais ce qu'il a donné, il a emmené le personnage. Tous les acteurs l'ont fait, mais lui, il a emmené le personnage à un niveau auquel je m'attendais pas. Et donc, c'est... Ah ouais, il a... Tu as apprécié? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. De fou. Hein. Ah ouais. Et j'aime bien quand les étudiants, les élèves à l'école s'amusent à la récré. Cypri. Tu vois? J'ai un ami dans le quartier, c'est un petit étudiant, il s'appelle Cyprien, effectivement. Et les enfants aiment le taquiner. Cypri. Tu vois le truc? Major de ma promo, tu vois. Ouais, il a donné se taquine entre eux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je crois qu'il a créé vraiment quelque chose. Ah ouais, t'as vu, c'est vrai que il y avait beaucoup de choses en Mina. Enfin, il devait traduire en Mina. On devait faire Mina français. Mais les doyens, ils ont tous décidé de faire Mina. Il n'y a pas de souci. Mais il y avait des choses qu'ils disaient. Moi-même, je me disais, okay, est-ce que j'ai écrit ça? C'est pas vrai. J'ai dit, mais je te jure, parce ils ont rajouté un l'encre de sel, tu vois. Oui, parce qu'il y avait des adages... c'est seulement en Mina. Ils ont rendu ça un peu... Pour traduire, c'est compliqué. Parce que moi, j'avais pas écrit ça. Donc, je découvrais aussi la langue, le Mina pur. Au même moment, ils parlaient, quoi. Oui, parce que nous, quand on parle, c'est le mélange Mina français, quoi. Le choco, quoi. Ils disent que nous sommes perdus. Il n'y a pas de... J'accepte. Mais quelle est la meilleure anecdote que tu as eue sur la série? Qu'est-ce qui t'est arrivé de fou durant le tournage? Déjà. Non, durant le tournage, j'étais pas là. Et après, oui. Durant le tournage, j'étais pas là. Tu n'étais pas là? J'y suis allée une seule fois parce que c'était l'occasion de laisser l'équipe travailler de façon autonome pour la première fois, sans nous, sans moi, sans Angela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on est allé une seule fois pour les visiter, mais sinon, sur le plateau, j'y étais pas. C'est vraiment indépendant de vous. Ouais. Et après, oui, les retours, quelle est la meilleure anecdote? Écoute, il y en a tellement. Quelque chose de fou, je suis sûr qu'il y a un truc qui t'a marqué de fou, en fait. Non, en fait, je crois que c'est... Enfin, une fois qu'on a fait cette vidéo-là pour dire aux gens, contribuer et tout ça, ce qui m'a... C'est que les gens me reconnaissaient partout. Je ne suis pas habituée à ça. Je suis quelqu'un qui aime être... Et les gens me reconnaissaient partout. Je crois que j'étais dans la voiture, vitre fermée, quelqu'un qui frappe à la vitre et qui dit « Madame Ahoué ». Et c'est quelqu'un qui venait des États-Unis. Tu te dis, en plein marché, quelqu'un qui passe, j'ai les vitres fermées, comment il m'a reconnu? C'est des trucs de... Mais tu n'étais pas dans la série, comment se fait-il en fait? Non, mais à la fin, tu sais, je crois que c'était l'avant-dernier épisode, on avait fait une vidéo avec Angela. Oh, merci. Oui, c'est comme ça, partout je vais, Madame Ahoué, les gens te regardent. Et puis à un moment, et tu les vois murmurer, et puis quelqu'un qui dit, excusez-moi, c'est Madame Ahoué. Oh, je t'avais dit, là. Non. C'était genre... Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. Donc, c'était étrange pour moi parce que je suis habituée à être dans les derrière coulisses. la caméra. Et là, tout le monde me reconnaissait, quoi. Et puis, avec ma coupe, là, c'est pas... Ouais. Et ça, je crois que c'était le plus étrange pour moi. Tout le monde me reconnaît. Ça fait bizarre. Mais bon. Mais dis-moi, actuellement, tu travailles sur quoi comme projet? Tu as une série en tête, un prochain truc? Est-ce que je peux dire? Est-ce que tu ne peux ne pas dire? Bon, en fait, tu sais, à la base, quand on a fait Ahoué, c'était censé être saison unique. Ce qu'on voulait, c'est, genre, à chaque fois, ce sera une histoire différente, quoi. Genre, à chaque fois, ce serait quelque chose de complètement différent. Donc, on fait Ahoué saison unique, c'est fini. On fait autre chose. L'essentiel, c'est de créer du contenu, mais des trucs, des histoires de chez nous. Mais Ahoué a pris un truc
Donc, il y aura réellement une suite. Ouais. Et on va revoir Cyprien. Je vais rien dire de plus. Parce que même ça, là, je ne sais pas si j'étais censée dire encore. Ah non, mais c'est Ouais. mais c'est fou ce que tu me dis. Est-ce que c'est prévu pour cette année ou l'année prochaine? Non, sûrement cette année. Enfin, le tournage, sûrement cette année. Le reste, je ne maîtrise pas. Est-ce que vous avez des attentes cette fois en termes de vues, de visiteurs, de monétisation? Non, côté monétisation, enfin, ce sera non, puisque l'idée, encore une fois, c'est un truc, comment dire, Open? oui, c'est un truc communautaire dans le sens où les gens ont encore cotisé, même si on n'a pas atteint ce qu'on voulait, les gens ont encore cotisé pour qu'on puisse faire ce truc. Donc, ça va pas forcément. Tu sais quoi, je veux pas raconter de bêtises. Je pense pas que ça va être monétisé, mais bon. Ça va pas être monétisé, mais ça peut être monétisable. Voilà. Je ne dis plus rien. Je crois que tes réflexes de scénariste te sauvent trop bien, en fait. Si je crée des univers comme ça, Mais tu dois réfléchir très rapidement. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ces genres d'univers-là? Qu'est-ce qui a fait de toi, en fait, cette personnalité qui est capable d'imaginer autant d'univers, tu vois? Déjà, j'ai toujours cet a priori que les scénaristes sont les plus beaux monteurs au monde. Parce qu'en fait, ils peuvent imaginer des tas de choses. C'est vrai. Un couple Ouais. où l'un, en fait, des deux est scénariste ou l'une est scénariste, peu importe. Pour moi, c'est dangereux, en fait. Mais non, on sait faire la part des choses. Mais c'est vrai que notre cerveau court plus vite que... Enfin, notre imagination court plus vite que la majorité parce que... Mais de fou. Bah oui, parce que... imagine, je suis en voiture, je passe, je vois un garçon et une fille debout dans la rue comme ça. Par rapport à leur body language, mon cerveau part. Je peux me dire, OK, là, elle vient de le tromper, elle essaie de demander pardon, ou bien, genre, mon cerveau peut partir, je peux créer une histoire autour de, juste par rapport à leur body language. Tu vois, donc ça va, ouais. Carrément. Mais je crois qu'il y a un mauvais côté, c'est que le cerveau ne dort jamais après. Donc, tu dois être fatigué tout le temps. C'est ça aussi, parce que quand je finis d'écrire, je crois la fatigue mentale, c'est ça mon plus gros. C'est plus pesant pour moi que la fatigue physique. Parce que quand je finis d'écrire, ça me prend tout, en fait. Parce que c'est ça. C'est comme si tu étais en train d'accoucher d'un bébé. Parce que tu as imaginé un truc dans ta tête, tu as créé des personnages, tu as créé un monde, en fait. Et ça Et sort tu es enfin bloqué dans ce monde-là pendant tout le temps que ça dure, le temps que tu écris, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scénaristes qui disent que nous sommes des dieux sur Terre. Je vais accepter. Non, mais c'est vrai parce que tu choisis qui meurt, qui reste en vie. Sûr, en fait, c'est toi qui crées les personnages, quoi. Tu vois? Donc, c'est pour ça, et il dit souvent qu'il faut être fou pour être scénariste. Ça, j'assume. La folie, le degré de folie qu'il faut avoir pour incarner plusieurs personnages à la fois pendant que tu écris. Genre, tu écris un truc triste, toi-même, c'est toi qui es en train de créer cette histoire. Tu es en train de pleurer devant ce que tu es. Ah ouais, carrément, ça va à ce niveau-là. Si c'est pas de la Alors folie, que tu sais toi-même que c'est Mais c'est toi qui es en train d'écrire le truc, mais tu es en train de pleurer. Mais ça veut dire que tu t'es mis dans la peau du personnage et que tu crois en ce que tu écris, en fait, tu vois. M'a dit, beaucoup de gens sont partis à l'étranger, ils sont restés, mais toi, tu as voulu rentrer. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette décision qui n'est pas tout à fait commune par rapport à la majorité, en fait, tu vois? Je pensais que j'étais folle. Bon, je suis folle, j'assume. J'ai toujours voulu rentrer. Quand je suis partie d'ici, en fait, je suis partie étudier la publicité. OK? Parce que je ne supportais pas la publicité qu'on faisait au Togo. Ah, fille, tu sens mauvais. Que dois-je faire pour ne plus sentir mauvais? Utilise ça. Et il y en a, les bébés. Je ne supportais pas. Donc, je suis partie étudier la publicité. L'idée, c'était d'aller étudier la publicité et revenir révolutionner le monde de la pub au Togo. Ouais. Donc, quand je partais d'ici, c'était déjà prévu que je revienne. C'est juste que, côté, j'ai dévié, en fait. Quand j'ai fini quand j'ai eu mon diplôme en publicité, en fait, le truc, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, je voulais faire mon master, mais je savais que ce n'était pas en pub que je voulais le faire.
Donc, j'ai parlé à certains de nos professeurs et à mon professeur d'anglais qui a toujours voulu que je devienne écrivain. Mais je lui ai dit non, c'était la pub ou rien. Il me dit, mais tu m'as toujours dit que tu aimais les films, parce que les films, depuis toute petite, avec mes frères et sœurs, on regardait beaucoup de films. Je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup. Et donc, il dit, mais pourquoi ne pas devenir scénariste? Tu sais, depuis toujours, quand tu regardes les films, j'avais cette manie-là de disséquer, tu sais, le film, Oui. mais j'avais jamais pensé aux personnes derrière, celles qui écrivaient. J'y avais jamais pensé. Et donc, quand il me dit, pourquoi tu ne deviens pas scénariste? Je me dis, scénariste, c'est encore quoi ça? Et je vais faire des recherches. Sur le site, en fait, quand j'ai commencé à lire, c'est comme si j'étais à la maison. Genre, je me sentais chez moi. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. T'as su à partir de ce moment-là, Ouais. concrètement. Ouais, parce que quand je lisais les choses, c'est comme si, tu sais, ce que je n'arrivais pas à exprimer, parce que je ne savais pas que c'était ce que je voulais faire. Mais dès que j'ai commencé à lire les infos sur les scénaristes, genre, tout a été, c'était cadré, quoi. J'ai su que c'était ce que je voulais faire. Et même, tu sais, quand je faisais la pub, dans la plupart de mes classes, j'étais toujours la seule noire. Bref. Même les Togolais aux États-Unis n'ont jamais compris. À chaque fois que je disais que j'étudiais la pub, on me regardait, on me disait, ah oui, tu as la forme. Alors que en fait, c'était pas le côté où tu apparais devant la caméra. Parce que pour eux, c'est ça. Ils savaient pas que la pub qu'on fait dans la rue tout le temps, qu'on pouvait étudier pour concevoir ces genres de pubs-là. Bref. Que c'est tout scripté d'abord. Ouais. Et à chaque fois, c'est pourquoi toi, tu choisis toujours les trucs bizarres. Il n'y a pas de problème. Les trucs des blancs. Les trucs des blancs. Et la preuve, j'étais la seule noire dans la plupart de mes classes. Donc, mais à l'université, enfin, quand je faisais la pub, je le faisais parce que je devais le faire. Genre, je travaillais à plein temps, j'allais à l'école à plein temps. Et donc, je passais jamais de temps au campus, en fait. Donc, je ne m'étais pas vraiment fait des amis et tout ça parce que je n'avais pas le temps. Quand je faisais mon master, j'étais vraiment chez moi parce j'étais entourée de gens qui avaient la même passion que moi. Je crois, le premier semestre ou la première année, on nous mélangeait tous, les producteurs, les réalisateurs, ceux qui font les lights, les monteurs, tout le monde. Parce que vous devez tous apprendre les bases de l'écriture. Les principles, comme ils disent, oui. Voilà. Parce que ça, tout commence avec ça. L'histoire du cinéma et tout ça. Et puis après, chacun va de son côté. Mais on avait tous la même passion. Et je crois que je me suis dit, si c'était ça que j'avais fait depuis le début. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Ouais. Wow. Donc, c'est comme ça que je suis devenue scénariste. Mais l'écriture, depuis toujours, j'adorais l'écriture. Tu sais, quand on faisait les rédactions à l'école, c'était... Dissertation et tout. Rédaction, déjà en primaire, quand on dit « Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ?» Ouais, genre, j'adorais des trucs comme ça. J'étais le genre j'avais plein de... Comment on les appelait, là? Les correspondants, là. C'est ça, non? Et inconnus, amis inconnus. Amis invisibles. Tu vois, des trucs comme ça, les correspondances et tout ça. Mais j'imagine ce que tu racontais à ton ami invisible, toi. J'écrivais... Il y en avait beaucoup. Tu l'as fait rêver, toi, c'est sûr. Non, je disais la vérité. Non, mais c'est, tu sais, histoire de partager. Non, il n'y a pas de mais. Histoire de partager parce que la plupart étaient dans d'autres pays. OK. Et donc, tu parles de ta culture. Cette personne parle de sa culture. Tu vois, des trucs comme ça. C'est comme ça que je me suis fait des amis qui étaient dans les 4 coins du monde sans les avoir jamais rencontrés. Je crois que c'est un seul que j'ai pu rencontrer en terminale. Mais sinon, la plupart... Tu vois, donc j'adorais écrire des lettres. J'étais le genre à écrire des lettres tout le temps à mes amis ou mes grands cousins qui étaient en France. C'est comme ça que j'ai gardé contact avec beaucoup de personnes. En réalité, tu aurais pu tenir un blog. C'est vrai. Ouais, c'est possible. Ouais, quand je revois un peu, je vois beaucoup de choses que tu aurais pu faire. Et il y a plein de choses que tu aurais pu faire, en fait, à côté du métier de scénariste. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, le métier de scénariste, il paye vraiment parce qu'en fait, avec les tendances technologiques qui sont là, en fait, il faut juste faire un update, en fait. Ouais, c'est vrai. Juste une mise à jour parce que il y a des systèmes de passive incomes qui ont été mis en place pour les scénaristes, mais c'est souvent à travers des sociétés de réalisation aussi que ça vient. Et voilà, je me suis un peu documenté sur le sujet parce que je vois il y a des scénaristes qui se lèvent le matin, en fait, ils vont voir leur dashboard et voir en fait combien ils ont généré par rapport aux anciens films qu'ils ont fait sortir, tu vois ce que je veux dire? Vu qu'ils ont pu le jumeler au streaming, en fait.
Tu vois un peu. Ouais. Et j'espère que quand même, tu te classes quand même parmi ceux-là, ou bien tu es sur la bonne voie pour être quand même dans ce lot-là, parce que tu le mérites. Inch'Allah. Mais ça viendra. Je reçois. Ça viendra. Mais est-ce que tu penses que c'est l'un des premiers problèmes que le scénariste africain a? Déjà, son problème de monétisation à l'ère du digital et surtout à l'ère de l'IA qui est en train vraiment de faire des ravages aujourd'hui. Surtout le côté monétisation de son côté. Il y a des métiers qui arrivent plus facilement à être monétisés aujourd'hui, tu vois. Les créateurs de contenu s'en sortent très bien actuellement, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est déjà mieux qu'il y a 10 ans. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Les vlogueurs, les blogueurs, si. Les réalisateurs, si. Ouais, les vidéastes, si. Les tu vois. vlogueurs. Les humoristes, n'en parlons pas. Tu vois, ouais. c'est les nouveaux rois, en fait, du web. Tu vois ce que je veux dire. Mais le métier de scénariste lui-même, en fait, qu'en est-il, tu vois? Notre métier est complètement différent dans le sens où, à moins que toi-même tu ne sois producteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scénaristes qui deviennent producteurs. Automatiquement. Parce qu'ils veulent produire leur propre truc, faire sortir leur propre truc et gagner de l'argent. Parce qu'une fois, par exemple, Oasis, j'ai créé la série Oasis, mais Canal a les droits de façon exclusive pendant 10 ans. Il reste encore combien d'années, là? Je sais même pas. C'est sorti en 2019. Donc, la première saison. On est parti pour 2029, là. Ouais, tu vois. En se disant qu'ils peuvent renouveler, hein. Je ne dis rien, c'est ça. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire que d'une certaine façon, Oasis ne m'appartient plus. Ouais. Donc, tu vois, tu écris, même si c'est toi qui as créé le truc, tu veux du financement pour que ta série puisse être produite. Tu vois, mais pour ça, il y a un truc derrière. Bien sûr. Donc, c'est que tu n'as plus... C'est vrai que tu as droit à des... Comment dire? Des droits d'auteur. Il y a une société qui s'appelle la SACD. Ne me demande pas ce que ça veut dire. Je peux pas. L'essentiel, c'est que c'est pour les droits d'auteur. D'accord. Et donc, si tu t'inscris là-bas et que ta série passe sur des chaînes, on va dire Canal+, TV5, des trucs comme ça, tu peux percevoir des droits. D'accord. Tu vois? Et donc, c'est comme ça, à part le cachet que tu obtiens en travaillant sur le projet, c'est avec ces droits-là que parfois tu peux t'en sortir, tu vois. D'accord. Mais ces droits-là n'arrivent pas souvent non plus. Donc, tout dépend de la chaîne, en fait. Imagine si c'est sur une chaîne d'outre-mer, par exemple, les droits sont beaucoup plus. Évidemment. Si c'est sur Canal+, notre public aussi, voilà. automatiquement. Si c'est sur Canal+, c'est pas autant. Donc, tu vois, tout dépend. Donc, c'est pour ça que si tu es juste scénariste, ce que moi je suis, c'est que c'est sur tes projets, les projets sur lesquels tu travailles, que tu te fais de l'argent. Que tu rentabilises. Voilà. Mais il faut aussi que ces projets, parce que c'est pas tout le temps que les projets sont des projets à gros budget. Tu n'es donc pas la milliardaire que tout le monde croyait, en fait. Qui croyait que j'étais milliardaire? Qui croyait que j'étais milliardaire? Mais il va falloir que quelqu'un te le dise, finalement. C'est ce qu'on s'était dit. Tu sais quoi? Je suis milliardaire en idées, je suis milliardaire en énergie, je suis milliardaire en amour. On est déçus, là. Faut pas être déçu. Mais l'argent, ça vient. L'argent, oui, ça vient, ça va. Mais on préfère quand ça vient, comme tu dis. Mais oui. Ouais. Mais ça, il faut commencer quelque part. Parce qu'au début, quand j'étais rentrée, déjà, écoute, je suis rentrée sur un coup de tête. Enfin, coup de tête. Déjà ça... Coup de tête. Bon. Grosse erreur, regret. Non, du tout. Aucun. Absolument aucun. Je savais que j'allais rentrer. OK? C'est juste que je suis venue en vacances en décembre 2013. Et avant de partir, j'ai dit à mes parents, je reviendrai d'ici la fin de l'année prochaine pour m'installer définitivement au Togo. Ils étaient même pas surpris. Bref, en fait, avant même de commencer mon master en scénarisation, je suis venue au Togo. Je voulais faire un sondage pour m'assurer parce que l'idée, c'était de revenir au Togo. Donc, si je suis scénariste, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire ici? Et donc, j'ai rencontré des gens. Et il y a un monsieur en particulier, monsieur Apelete, qui était réalisateur à la TVT. Il était mon prof. Ah, tu vois. Et donc, il m'a dit, ah oui, il faut le faire, il faut revenir, étudier la scénarisation et reviens. Et donc, mais il y en a beaucoup qui ne croyaient pas que j'allais revenir parce que, bon, Hollywood, quoi. Mais moi, parce que je savais exactement ce que je voulais, je savais que j'allais revenir. Donc, à l'école, quand il y avait des professionnels qui venaient de Hollywood pour nous donner des cours, et ils disaient souvent que Hollywood était très saturé. Tu peux être l'assistant de quelqu'un, tu vas aller récupérer son linge, tu vas faire ci, on va t'envoyer. C'est ce qu'ils font. Et puis un jour, on peut te donner ta chance.
Et je leur disais souvent, allez à Hollywood, moi je reviens dans mon pays. Et tu as bien fait. Et tu me rappelles cette citation de Sarkozy qui disait qu'il rappe en tui. Il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il préfère être un prince dans son propre pays qu'être voilà, un esclave ailleurs, quoi. Ouais. Parce que, en fait, ici, tout était à faire. Il y avait de la matière, quoi. Genre là-bas, oui, c'est saturé. La preuve, ils ne viennent pas en Afrique maintenant. Ben oui. Ben oui, t'as vu. Ils viennent en Afrique maintenant. C'est vrai que ça a mis du temps. Avant, c'était les Africains qui voulaient aller faire des films là-bas. Mais là, ils viennent en Afrique parce que justement, là-bas, c'est saturé. Et donc, quand je disais que je revenais ici pour faire du cinéma, c'était du cinéma genre au Togo. Quel cinéma? Et donc, c'était genre, les gens me regardaient. C'était limite un océan bleu, quoi. Il y en a qui demandaient à mes parents, mais pourquoi vous l'avez laissé faire? Elle devrait travailler dans une banque, des trucs comme ça. Enfin, un boulot normal. Et les parents, à chaque fois, on la soutient dans tout ce qu'elle veut faire. Et une fois qu'Oasis est sorti, cette même personne, ah oui, on a toujours su que tu allais réussir. Ouais. Les mêmes personnes, hein? La même personne. Ça a toujours été comme ça. Parce que, en fait, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Ouais. Donc, moi, j'arrive, je dis, je suis scénariste. Déjà, scénariste, c'est quoi? Quand tu dis tu es scénariste, les gens n'ont pas ce réflexe-là de te dire, sans complexe, je ne sais pas ce que c'est. Genre, c'est quoi une scénariste? On te dit juste, ah, mais tu vois dans leur regard, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc maintenant, je suis habituée, quand je dis je suis scénariste, j'ajoute, j'écris des films et des séries. Mais quand tu dis ah oui, juste à côté. Non, mais justement, quand tu dis j'écris. Parce que justement, la dernière fois, je revenais du FESPACO à l'aéroport. Et donc, quelqu'un m'a. Je crois que c'était le gars de la douane, là. Il me demandait vous faites quoi? Je dis je suis scénariste. Il y avait une fille à côté, je crois qu'elle travaillait dans l'aéroport. Il dit scénariste. Je dis j'écris des films et des séries. Et la dame qui vient, c'est Madame Ahoué, non? C'est pas Madame Ahoué. Et le gars de la douane qui dit ah, c'est elle Ahoué? Attendez, Ahoué là, c'est pas là où il y a le policier là. Donc c'est que c'est toi qui as écrit Machachi. Non, à l'aéroport? À l'aéroport. Et je dis oui, c'est moi. Ah, c'est une belle anecdote, mais ça. Même la dernière fois, je suis allée faire ma carte d'identité. Imagine, dans un commissariat. Je sais pas comment ils ont su que j'avais écrit l'interrogatoire. Ah ouais. Ouais. Mais je crois que ton visage, je crois plus que tu peux te cacher en fait actuellement. Je peux toujours, si je peux. Tu sais, l'année passée, j'étais à Hollywood et d'ailleurs c'est là que j'ai acheté mon clapet là dans un de leurs magasins à Los Angeles là où il y avait beaucoup de stars qui avaient déposé des petits trucs avec droit d'auteur et tout ça. Ouais. C'est tout un business. Hein. Et j'étais parti dans les studios de Hollywood, on faisait la visite. J'ai eu la chance de visiter en fait les studios, tu vois, par lot. C'est-à-dire que c'est des sortes de petites villas dans une grande cité. Ouais. Et il y a le 1, le 2, le 3, villa 1, 2, 3. Et après, il y a des rues. Ouais. Et c'est dans les rues qu'on tourne les films. Tu vois, les rues sont vides. C'est parce qu'il n'y a pas de tournage aujourd'hui. Ouais, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu plein de films, en fait, qui étaient tournés. J'ai dit, mais attends, moi, je crois que c'est dans la vraie vie. C'est dans la vraie rue, tu vois. Non, c'est plus facile d'avoir ces trucs-là dans un studio pour contrôler. C'est grand, c'est hyper grand, en fait. Oui. C'est toute une ville, hein. Bah oui. Et la dernière nouveauté, bon, c'est pas pour moi, c'est une nouveauté, en fait. C'est le fait que ils aient des sortes de métro souterrains qui quittent le studio, qui va chercher le réalisateur peut-être dans un autre état, et il prend ce métro, et par le sous-sol, il rentre dans le studio en moins de maxi 1 heure ou 2 heures. Il rejoint une très très longue distance pour venir rapidement dans le studio. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit que c'est quand ils finissent les films, souvent ils sont très fatigués, ils n'ont pas le temps d'aller prendre un vol. Et ils montent directement dans le sous-sol, rentrent dans leur métro là, qui est fait pour ça, et vite fait, en moins d'1 heure, ils rejoignent en fait leur domicile dans un autre état très très loin en fait. Il dit mais c'est magnifique ce truc. On peut tout dire sur Hollywood, c'est un autre niveau, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est un autre niveau. Ben, on y arrivera. Oui, un jour. Non, c'est vrai, un jour. Parce que là où on était il y a 10 ans, parce que moi, je me base sur mon retour, bah, on a quand même progressé. C'est juste que, étant dans le domaine, on voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Mais en 10 ans, il y a quand même des trucs qui ont été faits, quoi. Bien Donc, sûr. c'est juste que ça prend du temps. Mais
Un jour. Comme toute chose. Après, moi, je me méfie toujours de tout ce qui est trop rapide, tu vois. C'est vrai. C'est pas toujours solide. Hein. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus rapide. Mais bon, on est là. Donc, du coup, actuellement, si on attend d'autres séries, d'autres projets, à part ça, t'en as d'autres en perspective que tu n'as même pas commencé à écrire? Ouais, mais je peux pas en parler pour le moment. En fait, je crois que tu as trop de choses à nous dire, mais tu peux pas en parler, c'est sûr. Ouais, je peux pas, parce que quand tu signes des contrats et tout ça, tu peux pas en parler, mais il y a des choses. Et comment tu gères la vie de famille avec ça? Bon, déjà, je suis pas mariée. J'ai pas d'enfant. Pas encore. Mais côté, disons, ma vie privée, c'est compliqué. Tu gères. Tu es obligé de gérer. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai eu le temps d'expliquer un peu à mes proches en quoi consiste mon travail réellement. Parce que Oasis, par exemple, j'ai mis 1 an à écrire les 2 saisons avec Angela. Le tout nous a pris 2 ans, genre disons, la création de l'histoire, parce que c'était quand même 20 épisodes par saison. Et il y avait énormément de personnages. C'était comme des pièces de puzzle, quoi. Genre, quand tu enlèves ce truc, c'est que tu sais que ça va dégringoler. Donc, on a pris du temps pour réfléchir à tout. Et donc, on a mis du temps à écrire, tu vois. Et donc, pendant ces moments où j'écris, j'ai besoin de ma tête. Mais attends, j'ai une question. Dis-moi. Durant les tournages, ces moments d'intimité où les gens s'embrassent et ils ont des relations, comment ça se passait? Les gens c'est réel? Ça se passe comment? Les gens posent toujours ces questions. C'est réel? Ok. Ça dépend. Il y a ce qu'on appelle c'est quoi? Bisous cinéma. D'accord. En fait, d'une certaine façon, bon, je parle pour Yobo Studio. Je n'ai pas forcément été sur le plateau des autres. Mais pour Yobo Studio, en fait... Écoutez bien, au cas où vous êtes intéressé, on s'est fermé, mais vous pouvez rouvrir, vous voyez. À l'écran, ça doit faire vrai. D'accord. OK? Mais sur le plateau, parfois, c'est très technique. Les acteurs savent que, OK, la fille, par exemple, elle doit avoir la tête comme ça. Le garçon, il a la tête de ce côté. Et donc, on te dit, ah non, parce que là... C'est une illusion optique, c'est ça? Ouais. Parfois, ça peut... Tout dépend. Parfois, c'est... La façon dont on le fait, et puis imagine ce couple qui est au milieu du plateau et il y a une vingtaine de personnes tout autour. Wow. Il n'y a absolument aucune intimité. Les lumières sur vous, tous les techniciens qui sont là, c'est pas un truc... Je pense que c'est impossible de s'exciter dans ce genre de conditions d'ailleurs. Parce que tout le monde a les yeux braqués sur toi. Le perchiste qui est là, qui doit quand même prendre le son... on sait que c'est vraiment professionnel, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que je te dis, pour les autres, je ne sais pas, mais je parle de ce que j'ai vu sur le plateau. C'est juste que ça, sur le plateau de Yobo Studio, ça doit faire vrai à l'écran. Je pense que toi, tu as écrit, en fait, ta série, tu donnes le sale boulot aux autres. Ah oui, je leur dis toujours, j'ai fait ma part, faites-la. Oui, parce que moi, quand j'écris, je dois écrire. Oui, bien sûr. Je dois donner des détails. Quelqu'un qui a lu les sas. Ça, là. Je comprends bien maintenant les poses de Julio et tout ça. Ok, attends. Non, mais n'oublie pas que j'ai lu beaucoup d'Arlequin aussi. Mais après, je crois que Julio, quand même, vous l'avez vu trop mener à l'abattoir quand même dans cette affaire-là, parce que... Non, mais tu toi sais... et Angela, je crois que vous avez créé un monstre. En fait, ce qu'on devait écrire avant que... comment elle s'appelle? Celle qui a joué Nini, Florence. Elle devait être dans la saison 2. D'accord. Donc, ce qu'on avait imaginé, le personnage de Julio aurait embrassé encore plus de filles dans ce qu'on avait imaginé. Mais quand on a su que l'actrice ne pouvait pas être dans la saison 2, on a dû tout repenser et tout ça. Sinon, les gens auraient encore plus insulté Julio. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais il y a un truc. Est-ce que ça arrive que les acteurs, ils deviennent un peu, par défaut, ils s'attribuent vraiment ce rôle dans la vraie vie, tellement ils ont maîtrisé le rôle, que ça empathie même dans leur vraie vie, quelques jours après, mais quelques mois après, peu importe. Il y a, comment il s'appelle? Obligé de voir un psy. Comment il s'appelle? Bienvenue Gagalo, celui qui a joué Eli dans Ahoué. Oui. Il en a parlé dans une interview récemment que durant tout le tournage d'Ahoué, il a été obligé de garder l'enveloppe de ce personnage-là
Même à la maison, il était chiant avec tout le monde, sur le plateau, avec les techniciens. Sans s'en rendre compte, en fait. Non, en fait, le truc, c'est qu'il était obligé, pour lui, il était obligé de rester dans ce rôle-là pour ne pas sortir du rôle. Et donc, il disait, il était fâché tout le temps. Parce que dans la série, en fait, il était tout le temps sur les nerfs. Et il avait des maux de tête durant tout le tournage, quoi, parce il avait ce truc-là. Et c'est vrai, quand on joue un rôle, en fait, le truc, c'est que il faut être le rôle. Tu ne dois pas jouer le rôle, tu es le rôle. Tu te laisses habiter par le personnage que tu incarnes. Et donc, mais pour les acteurs pros, il y a des techniques qui te permettent de sortir. Genre, quand tu dois jouer, je ne sais pas moi, une scène où tu as besoin de beaucoup d'émotions et tout ça, une fois que tu finis, il y a des techniques pour te permettre de revenir. Mais, même comme... Dans la vraie vie, c'est ça? Dans la vraie vie. Mais même, comment elle s'appelle, Dicta Mablé, qui est une des actrices dans Hospitalité Oasis. Elle était Ayélé dans... Elle était Ayélé dans Mikoko, voilà. Ouais. Elle, par exemple, elle dit, une fois qu'Oasis est fini, quand elle est rentrée à la maison, elle a mis au moins quelques mois pour vraiment se débarrasser du personnage, quoi. Est-ce que souvent vous prenez des psys? Non. Ça arrive, bon, pas forcément au Yobo Studio, mais ça arrive qu'on prenne des psys aux acteurs pour pouvoir... S'ils en ont besoin, oui, mais normalement, c'est pas forcément à la charge de Yobo Studio, quoi. Mais c'est un problème parfois parce que par rapport à la profondeur, genre, ça dépend de comment tu t'es imprégné le rôle, en fait. Si tu y vas trop profondément, c'est difficile d'en sortir. C'est pour ça que parfois, il y a des problèmes mentaux. Parce que tu es bloqué dans ce personnage-là. Et c'est pour ça, justement, que les coachs d'acteurs, ils recommandent de maîtriser certaines techniques pour pouvoir sortir de ça. Sinon, tu es dedans. Parce que imagine s'il y a des personnages, il y a des acteurs comme ça, j'ai écrit des trucs. C'est pour ça qu'ils m'appellent Boule Magique. J'ai écrit des trucs et en fait, après, je me rends compte que c'était des trucs qui leur sont vraiment, qui leur est vraiment arrivé. Arrivé dans la vraie vie. Yeah. Ça arrive souvent. OK. Ça arrive souvent. Bref, et donc... mais et ils savent souvent que... ce cas-là avec les séries comme Oasis, ouais. Zem, peu importe, tous ces... Ah oui, ouais. Parce que je connais pas forcément leur vie. Et quand j'écris, je sais pas que c'est toi qui vas jouer ce rôle-là. Tu vois, même ceux qui viennent en guest, ils me disent « Ah, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. » Ça m'arrive très souvent. Donc, je dois faire attention à ce que j'écris. Je dois faire très attention parce qu'à un moment, Darren dans Oasis, c'est Angela Akirbo qui joue Darren. À un moment, on avait dit qu'elle allait tomber malade et tout ça. Et puis Angela me dit non. La façon dont tu écris là, non. Ah oui. Mon personnage ne va pas tomber malade. Parce qu'il y a de ces trucs qui arrivent où j'écris quelque chose et ça correspond à ce qui se passe dans la vie du personnage, de l'acteur. Mais est-ce qu'il arrive souvent que les acteurs, après s'être faussement embrassés dans une série, créent des liens d'amitié derrière la caméra? Des liens d'amitié, j'en connais. Est-ce que c'est proscrit Non, des liens d'amitié, j'en connais. Mais côté amour, oui. Je ne maîtrise pas. Mais c'est possible, en fait. En fait, c'est même pas forcément à côté s'embrasser, mais les acteurs, Oasis, par exemple, ils ont fait 9 mois. On a fait 5 mois de tournage, mais ils ont été coachés pendant 4 mois. Donc, ils ont vécu dans la même maison, les personnages principaux, secondaires, tertiaires. Ils ont vécu dans la même maison. Donc, ils étaient comme des... En résidence, quoi. Voilà, tu vois. Et donc, ils sont tout le temps en train de travailler ensemble. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Donc, sur le plateau, tu vois la différence. Tu vois la différence. Tu sais que des liens ont été créés. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Tu vois, donc ça arrive. Mais tu en as vu quand même des vertes et des pas mûres quand même, parce que ça fait quand même un bon moment que tu es dans le domaine. Et tu en vois passer plein de choses dans le domaine. Quels sont les trucs les plus frappants, mais que nous, on ne peut jamais voir à la caméra, en fait, quand tu es en séance de tournage, et même avant le tournage, tu sais, en séance de casting ou bien durant tes aventures, en fait. C'est sûr que tu en as vu des tas de choses passer. Tellement que... Franchement, je sais pas. Même durant les castings, même, j'imagine. Ah ouais, les castings. Les profils des personnes qui viennent souvent, c'est sûr que vous devez vous esclaffer de rire. J'imagine à un point. Faut pas me faire parler de ça. Mais vas-y, dis-nous. Non, mais c'est que il y en a, oui. Il y en a. En fait, tu sais, quand les gens regardent la télé, ils voient des films, des séries, ils se disent, par rapport à l'aisance avec laquelle les acteurs jouent,
ils se disent, je peux faire ça. Les gens n'ont absolument aucune idée. Genre, c'est pas du tout glamour. C'est pas le métier d'acteur, c'est pas glamour. Sur Oasis, imagine saison 2 et 3. Par épisode, tu as une 40aine de pages, par exemple. Et ils doivent tout apprendre. Hein. Ils doivent apprendre des tonnes et des tonnes de répliques. Tu peux jouer... genre, on te dit, par rapport au décor, on est obligé de tourner dans le même décor. Donc, s'il y a 3 épisodes à tourner dans le même décor, on doit tout faire. Donc, tu peux jouer celle qui est super contente et puis on coupe, on te dit là, c'est une scène où elle est dans un état pas possible. Tu dois alterner. Et après ça, tu dois être contente à nouveau. Attends. Tu peux pas changer d'humeur à Bah justement, un pro le ferait. Et c'était ça l'objectif, en fait. C'est pour ça qu'ils ont été coachés. Aujourd'hui, tu demandes aux Yobo, les acteurs de Yobo Studio, tu leur demandes, genre, bienvenue, dictat, genre, il y a un truc, casting, pleure. Ils vont pleurer, tu vas pleurer avec eux parce que tu te dis, ils ont tellement mal parce que ils communiquent leur émotion. Et ils sont en mesure, avec les techniques qui leur ont été données par la coach, de toucher les bonnes émotions. Tu vois? Oui. Donc, quand les gens viennent au casting, déjà, quand ils s'inscrivent et qu'on leur envoie un texte, ils sont surpris. Parce que pour eux, c'est de l'improvisation. Ils ne savent pas qu'il y a un texte derrière. Et donc, quand on leur envoie un texte à apprendre et donc à venir performer, c'est une surprise déjà. Et donc, quand ils viennent et qu'ils voient Angela, ben, genre, ils sont complètement... il y en a beaucoup comme ça. Dès qu'ils viennent et qu'ils voient Oui. Ils sont complètement... Ou bien ils te font des propositions. Après, ils se disent, ah oui, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est pour ça que quand les gens me disent, je veux devenir acteur, je leur dis, venez d'abord comme figurant. Donc, venez faire de la figuration. Ça veut dire que vous êtes là, vous ne parlez pas. C'est pas forcément... Peut-être qu'on est dans une clinique et qu'il y a des patients dans la salle d'attente. On te dit, OK, donc toi, tu dois marcher de là à là. Genre, peut-être tu vas dans une salle de consultation, quelque chose comme ça. On peut te demander de reprendre ça 10 000 fois. Parce que si les personnages principaux qu'on est en train de filmer, ils doivent reprendre leur prise plusieurs fois, toi, tu dois refaire la même chose. Donc, juste ça, ils se disent, ah ouais, c'est difficile. Je dis oui, hein. Et ça, c'est juste de la figuration. Donc, devenir un acteur, un vrai, c'est du travail. Waouh. Quand les gens ont vu Ahoy, ils se disent, ah oui, ça, je peux faire. C'est glamour et tout, c'est fun. Venez. Et donc, c'est au casting qu'ils se rendent compte que, en fait, oui, c'est du travail, quoi. Mais c'est magnifique de voir le parcours que tu as eu jusqu'aujourd'hui pour en venir à... Non, c'est sûr, quelqu'un a sûrement dû te marquer dans ton enfance, ou bien un scénariste t'a inspiré, parce que sûrement tu as eu un truc, je suis sûr qu'il y a un déclic que tu dois nous dire, un truc qui t'a marqué, quelqu'un que tu as vu faire en fait, et tu t'es dit, ah... En tant que scénariste? Oui. Non, quand j'étais petite, j'avais aucune idée. Une inspiration? J'avais aucune idée que les scénaristes existaient. Carrément. Je savais qu'il y avait des gens qui faisaient les films, mais je ne savais pas qui y avait. Parce que moi, en fait, mon professeur de français dont je sais parler en 4e, là, Monsieur Apédo. Monsieur Apédo. Prof de français? Vous m'avez marqué, prof de français. Moi aussi. Ah oui? Ben oui! C'était pour moi le meilleur professeur. Non, c'était Strebler. Oui, bon, ils allaient souvent... Ouais, le meilleur professeur de français que j'ai eu. C'est lui qui m'a poussé à intégrer le club de lecture. Monsieur Apédama? Oui. Oui. Le club de lecture, le club de français. Et parce qu'avec le club de français, on allait au CCF, on regardait des films. Oui. Et on devait analyser ces films-là. Donc, à part le fait qu'avec ma famille, on regardait énormément de films, le fait qu'il nous ait fait faire ces trucs-là, genre analyser les films aussi, ça a déclenché quelque chose en moi, mais qui a été révélé plus tard. Tu vois, il y avait cette base-là. Il nous a fait lire, tu sais, Le Lion et la Perle. Il nous a fait lire tellement, enfin, moi du moins, il m'a fait lire tellement de trucs que cette passion que j'avais pour la lecture, c'est lui qui l'a... ma mère a nourri cette passion que j'avais pour la lecture. Monsieur Apédo a emmené ça à un autre niveau. Il l'a amplifié. Ouais. Il y a des réalisateurs africains quand même que tu connais, que tu maîtrises, que tu apprécies beaucoup. Oui. De grands réalisateurs africains. Il y a des réalisateurs africains.
bon, réalisatrice, Bien sûr. Shirley Frimpong, elle est ghanéenne. Ça fait des années qu'elle fait ce truc-là. Elle sort toujours du contenu tout le temps. Après, faut pas confondre non plus réalisateur, scénariste, Ah oui, producteur, ouais, c'est complètement différent. Scénariste, metteur en scène c'est la aussi. personne qui écrit. Ouais. Réalisateur, c'est la personne qui réalise le film. Le Ça film. veut dire que, en fait, on dit souvent qu'un film, il y a 3 écritures. Le scénariste écrit. Bon, je vais dire la scénariste parce que je suis une femme. La scénariste écrit, le réalisateur réécrit et le monteur fait une autre écriture. Le metteur en scène, Le monteur, le monteur. celui qui fait le montage à la fin du film. Ok. Il fait une autre écriture. Et le metteur en scène, lui? Le metteur en scène, c'est pas tous les réalisateurs qui utilisent des metteurs en scène, en fait. D'accord. Il y a des réalisateurs qui font venir des metteurs en scène pour diriger les acteurs, mais la plupart des réalisateurs que moi je connais, ils dirigent eux-mêmes leurs acteurs. Tu vois, donc tout dépend. Le metteur en scène, ce qu'il fait, c'est qu'il dirige les acteurs, tu vois. Et donc le réalisateur, en fait, c'est lui qui décide, en fait, de... Parce que moi, en tant que scénariste, j'aurais quand même écrit, enfin, si je dis, je sais pas moi, ok, là, on est au studio, en train de faire une interview, et à un moment, tu prends ta bouteille d'eau et tu bois, ok? Mhm. Le réalisateur peut décider, finalement, on n'est pas assis pendant qu'on fait l'interview. On est debout, tu sais, les tables hautes, là. Oui. On est debout. Il peut changer la mise en scène, en fait. Tout dépend. Parfois, ça dépend sur le plateau. Tu vois quelque chose, tu dis, je veux quelque chose. Dans Mikoko, il y a eu énormément de ça. Il y a eu des parties où ils étaient en train de manger. Elle a décidé, non, finalement, ça, elle va, genre, je sais pas, tu as regardé Mikoko? Bien sûr. Ouais. Donc, comment il s'appelle, le personnage de Florence Della, pendant que son mari Apollinaire parlait, il était, lui, à table, elle faisait les allers-retours Oui. entre la cuisine. Normalement, cette séquence, quand je l'avais écrite, ils étaient tous les deux déjà assis, en train de discuter. Ok. Mais parce que Angela voulait plus de rythme, De plus dynamisme. de dynamisme, voilà. Donc, il y a parfois, on montre les personnages en train de marcher, quand elles sont dans le marché et tout ça, et de parler. Donc, le réalisateur peut changer des trucs comme ça. Tant que ça ne change pas l'essence de l'histoire, en fait. Tant que ça ne change pas l'évolution ou la compréhension de l'histoire, c'est quelque chose que le réalisateur peut faire. À chaque fois que ça Tu vois, continue. voilà. Ouais. Maintenant, le monteur, lui, vient, il doit agencer. C'est pas juste mettre les images, mais c'est La raconter manière une de histoire. coter, de faire les cotes et tout Voilà. ça. C'est de raconter une histoire, en fait. Le monteur, le réalisateur a peut-être des choses en tête. Voilà comment je veux que ça soit monté. Le monteur peut proposer quelque chose qui plaît au réalisateur. Quelque chose auquel le réalisateur n'avait même pas réfléchi. Tu vois, donc c'est ça aussi. Le producteur, c'est celui qui, non, enfin, en grosso modo, c'est celui qui va chercher l'argent pour que le film ou la série soit... Carrément. Ouais. Donc, c'est vraiment... Il y a Et beaucoup il donne de... l'argent au réalisateur, du coup. Non, qui pas au lui réalisateur. D'accord. Pas au réalisateur parce que, en fait, il y a plein de... Il y a celui qui est le directeur ou directrice de production. De production, ok, d'accord. Et c'est le directeur de production qui, disons, gère l'argent, entre guillemets, pour savoir, OK, je dois payer Telle personne. voilà, telle personne. les techniciens et tout ça. Et le producteur, en haut, supervise. Donc, c'est le directeur de production qui paie aussi le réalisateur, du coup. Oui. Ok. Si le réalisateur est un technicien qu'on a, enfin, le réalisateur, c'est un technicien. Ok. À moins que le producteur ne soit en même temps le réalisateur, tu vois. Ça arrive, des schémas Voilà, comme ça. voilà. Mais D'accord. sinon, c'est bien d'avoir le directeur de production qui gère. Et donc, c'est lui qui signe les chèques, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ta routine quand tu te lèves le matin? Tu fais quoi? Quand j'écris, je me lève à 4 heures du matin. Je commence à écrire. Et puis, à 6 heures, je vais à la salle de gym. D'accord. Je reviens... Sportive? J'ai repris le sport depuis janvier. Coach Marc, tu me fais souffrir, hein? Mais merci beaucoup. Non, en fait, donc je vais au sport et quand je reviens, je prends une douche, je prends un petit déjeuner vite fait et je continue l'écriture. Vers quelle heure tu reprends alors, du coup? J'essaie de rentrer à 8h30 au plus tard. Oh oui, donc en fait, c'est vraiment le petit matin. Ah ouais. Parce que je commence à 4h. Le truc, c'est que avant
je n'allais pas au sport à 6 heures. Donc, quand je me réveille à 4 heures... Ça, t'endors pas, ça te fatigue pas de rentrer du sport déjà à 7 heures. Mais oui, mais ça, j'ai le choix. Et tu sais, tu me rappelles en fait un livre qu'on appelle The Miracle Morning. Je sais pas si tu l'as lu en fait. Non. Où en fait, tu dois accomplir tout entre 5 heures et 8 heures du matin au maximum en fait. Ah, en fait, moi, mon truc, c'est si je ne commence pas à écrire avant 7 heures, ce sera compliqué pour moi d'écrire toute la journée. Ah oui? Ouais. En fait, tu connais exactement en fait, ta Ah productivité, ton système, ton mécanisme d'inspiration. Parce que les scénaristes, on est tous différents. Je connais un scénariste, lui, il travaille que la nuit. Genre, c'est là où il est le plus productif. Attends, c'est trop... Attends, là, stop. C'est-à-dire que, en fait, tu pousses à une inspiration, à une réflexion qui dit souvent que chaque artiste est différent et on a tous notre moment de flow, tu vois. On rentre dans une inspiration profonde avec nos casques, tout ce que tu veux, en fait, qui t'emporte ton petit café si tu veux, tu vois. Des playlists par rapport à l'histoire que j'écris, c'est avec cette des playlist. styles de playlists, de musique, tu vois, spécifiques qui t'apportent dans une autre dimension, tu vois, qui te met dans un moment de flow. Et c'est à ce moment de flow-là, en fait, où on est obligé de te taper plusieurs fois dans l'épaule avant que tu ne reviennes à toi-même, tu vois ce que je veux dire. Justement, quand j'écris, il faut pas venir me taper sur l'épaule. Mais ça m'intéresse parce que moi, je pensais tout le temps, en fait, que bon, écoute, on peut le faire facilement de la même façon. Mais par exemple, moi, actuellement, je suis designer, tu vois aussi. Et j'ai commencé toujours par le design. Et récemment, je suis sur une charte graphique là. Ça faisait un bon moment que je me suis pas vraiment éclaté sur une telle créa. Parce que j'avais pris tellement du plaisir. Et souvent, en fait, tu as des petits budgets, mais tu prends des plaisirs à juste tomber dans ce moment de flow là, que tu peux en faire un gros budget. Le client se dit, waouh! C'est parce que... Comment t'as fait ça, en fait? Tu vois, c'est pas ce à quoi il s'attendait. Donc, tout à fait. là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a, en fait, des étapes que tu peux suivre pour pouvoir revenir dans ce moment de flow-là quand tu connais exactement le processus de ta personnalité, c'est ça? Et c'est ça, en fait, il faut du temps pour le découvrir. Tu vois? Et répéter le mécanisme. Ouais, il faut du temps pour le découvrir parce que j'ai mis du temps. Tu sais, quand je faisais mon master, la thèse, en fait, ma thèse, ça devait être un scénario. D'accord. Donc, un long métrage de, je sais pas moi, 1h30, 2 heures. Et donc, je devais écrire tous les jours. Parce que le dernier semestre, en fait, tu ne fais qu'écrire, en fait. Parce que tu as ta thèse, tu ne fais qu'écrire. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte, en fait, que quand je me réveillais à 4 heures, que j'allais faire le sport dans la salle, j'étais à l'université, j'allais faire le sport, prendre une douche et que je commençais à travailler, disons, à 5h30, 6h. C'était normalement 5h30 maximum. Pour moi, c'était la meilleure période où tout le monde est endormi et qu'il y a un calme total. Avec ma musique, je peux écrire pendant des heures. Et tu connais exactement ce processus-là pour pouvoir revenir dans cet état. En fait, c'est un peu comme si tu voyages vers un pays imaginaire. C'est ça, en fait. Et tu connais exactement le parcours c'est ça. Pour revenir là-bas, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que j'ai fait comment dire, j'ai essayé, j'ai vu que plusieurs fois, si je ne commence pas à écrire avant 7 heures, c'est difficile pour moi de rentrer dans le groove, de rentrer dans le flow. C'est pour ça que avant, je me réveillais à 5 heures. Mais les personnages ont commencé à me réveiller à 4 heures. Ça aussi, quand je le dis, les gens me regardent. Quand on parle de folie, c'est ça. En fait... Folie Teco. C'est Teco Folie. Mais bon, je te parle. Heureusement, c'était pas Folie Teco. Oui, Seigneur. Ah oui. En fait, parfois, il y a les personnages... Tu crées les personnages, n'est-ce pas? Et puis après, les personnages prennent vie. Ils peuvent décider parce que je peux... Il y a des personnages que j'ai créés et qui prennent un autre chemin, en fait. Donc, quand je commence à écrire, le personnage décide, voilà la direction dans laquelle je veux aller. Et tu es obligé de suivre le flow, en fait. Il y a des personnages qui te poussent à te lever tôt le matin. C'est incroyable, ça. Le truc, c'est que parfois, genre, ils sont dans ta tête, ils veulent sortir. Tant que tu ne te mets pas à poser, en fait, ce qu'ils veulent, là où ils veulent aller, tu ne peux pas dormir. Donc, j'ai commencé à me lever à 4 heures comme ça parce qu'il y avait des personnages qui voulaient sortir. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait, que 4 heures, c'était encore mieux, quoi. Wow. Genre, à 4 heures, tout est encore sombre. Personne n'est debout. Tu es concentré. Voilà, et je bosse. Donc, c'est pour ça que quand je devais écrire, c'était Mi-Coco. On est en quoi? On est en mars. Non, c'était pas Mi-Coco, c'était un autre projet. Je devais écrire un autre film
Et c'était la première fois que je devais l'écrire tout en faisant le sport très tôt le matin. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je vais faire parce que aller au sport à 6 heures, comment je fais en fait? Je ne peux pas, si je reviens à 8 heures, je ne peux pas commencer l'écriture en fait à 8 heures. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, donc autant me lever à 4 heures, j'écris pendant au moins 2 heures et ensuite je vais au sport parce que j'ai commencé l'écriture avant de partir. Une fois que je vais au sport, que je reviens, genre, les personnages savent que j'ai commencé l'écriture. Donc, ils ne vont pas me laisser tranquille tant que je ne retourne pas travailler. C'est un autre monde, en fait. C'est un autre monde. Enfin, il faut être fou. Et je me rends compte qu'en fait, on se rejoint dans tout ce qui est métier de la créativité, surtout au niveau de l'inspiration, où on cherche ce même état de flow, tu vois ce que je veux dire, où on cherche souvent aussi à se déconnecter, à se reconnecter. Souvent, c'est pas évident de se reconnecter exactement. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu maîtrises exactement ton processus, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est pas tout le temps que tu peux forcément avoir de l'inspiration. C'est ça. Parfois, tu peux avoir le processus, mais c'est pas le bon jour. Voilà. Tu peux faire toute une journée et peut-être à peine une page, quoi. Donc, il y a des jours comme ça. Et quand c'est comme ça, je ne force pas parce que je ne peux jamais forcer la créativité. Donc, quand c'est comme ça, je prends quelques jours, 2 jours, 3 jours, je reviens. Et parfois, tu te mets à écrire 15, 20 pages par jour. Donc, tout dépend, quoi. Mais une fois que tu es dans le flow, ton cerveau est habitué au fait que tu écrives tous les jours. Donc, une fois que tu rentres dans ce flow-là tous les jours, tu as quand même quelque chose à écrire, quoi. C'est pour ça que je fais beaucoup de travail en amont. Ça veut dire que j'ai fait les recherches pour Mikoko. Je ne maîtrisais pas du tout les élections municipales. Je ne m'y connaissais pas du tout. C'est ce monde de politique et tout ça. Donc, j'ai dû poser beaucoup de questions. Il y a Madame Mimi Bossou, merci beaucoup. Parce que je l'ai bien dérangée. Je l'ai bien dérangée pour qu'elle m'explique comment ça marche. Une fois qu'on fait les élections, enfin, une fois qu'on vote, combien de temps avant qu'on ait les résultats, tu vois, je lui ai posé beaucoup de questions. Donc, c'est là où il faut faire beaucoup de recherches. Je me prends beaucoup de temps pour faire la recherche, maîtriser en fait ce que j'ai recherché parce que tu fais des interviews et tout ça, tu dois comprendre en fait de quoi tu parles. Tu t'appropries en fait ce que tu as trouvé dans les recherches. Ensuite, je crée les personnages. Et il me faut du temps pour créer les personnages. Pour le personnage d'Apollinaire dans Mikoko, j'ai mis du temps parce que je n'arrivais pas à le cerner. Toi-même, ton propre personnage. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça le truc. Parce que tes personnages, tu dois les connaître. Si tu ne les connais pas, comment est-ce que tu peux leur donner une voix, en fait, sur le papier? Tu vois? Et donc, je savais que c'était, entre guillemets, un méchant, et je ne voulais pas en faire un méchant. Tout être a un côté, je ne vais pas dire gentil, mais humain. Tu vois? Mais je n'arrivais pas à le cerner, lui. D'habitude, je fais, j'ai des fiches, ce que j'appelle la biographie des personnages. On fait une biographie de chaque personnage. D'accord. Donc, j'ai des fiches simplifiées que j'utilise parce que ça me vient. Ouais. Mais pour Apollinaire, je n'arrivais pas à le cerner. Donc, j'ai dû sortir. Il y a un questionnaire où il y a plein de questions, genre, quand tu te couches, est-ce que tu te couches juste avec un pyjama, tu dors tout nu, quand tu dois sortir, quel est le genre de tenue on te demande tout ça, quoi. Et donc, j'ai dû faire ça pour Apollinaire. Je me suis retrouvée avec une 20aine de pages. Et à la fin de ça, j'ai maîtrisé Apollinaire. Okay. Tu vois? Parce que si à la fin de ça, tu n'arrives toujours pas à maîtriser ton personnage, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tu vois? Et donc, je me suis dit, autant le faire pour les autres personnages. Donc, j'ai mis du temps pour faire ça aussi. Ouais. Donc, une fois que tu as tout ça et que tu te mets à écrire, normalement, ça flow. Oui. Ouais. Là, tu nous éclaires beaucoup plus. En tout cas, moi, j'ai apprécié. C'est pas pour vous, mais j'ai apprécié. J'ai appris des tas de choses, Madi. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de te découvrir un peu plus. Je crois que vous aussi, vous avez découvert un peu plus Madi for Tech. N'hésitez pas à vous abonner à Madi for Tech. Je vais laisser ses contacts juste en bas dans la caption. Si vous voulez lui écrire ou si vous voulez aussi la soutenir, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la page, à nous dire en commentaire ce que vous avez apprécié et déjà si vous avez déjà suivi des épisodes, des séries de Madi. Au revoir. Au revoir, Madi. Au revoir, Effie. Merci beaucoup.